Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Ce soir, on parlera essentiellement politique, on évoquera notamment la nomination du nouveau Premier ministre, Ahmed Bakayoko, le conseil politique du RHDP, la candidature confirmée d'Henri Konan Bédié, du candidat du Front populaire ivoirien pour lequel on nous annonce les candidatures de Laurent Gbagbo et Pascal Affi-N'Guessan. Et pour en parler, je reçois pour vous, chez vous, des confrères analystes politiques. Alafé Wakili, journaliste, directeur général de l'Intelligence d'Abidjan. Dr François Conan, analyste, journaliste au Nouveau Réveil. Félix Boni, journaliste éditorialiste. André Silver Conan, journaliste éditorialiste. Augustin Couillot, journaliste, rédacteur en chef de Notre Voix. Bonsoir à vous. Et Kra Bernard, évidemment, journaliste à l'Expression. Bonsoir à vous, chers confrères. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, nous allons parler politique. Ahmed Bakayoko est le nouveau Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Il a été nommé ce jeudi par le président de la République à la tête du gouvernement. Il succède à Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier. Le portrait de l'homme avec Nadia Edja et Pierre Dippomelin. Ahmed Bakayoko est le nouveau Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Il succède, après plusieurs semaines de vacances, à feu Amadou Gon Coulibaly, rappelé à Dieu le 8 juillet dernier. Journaliste de profession et âgé de 55 ans, Ahmed Bakayoko a été respectivement directeur de publication du journal Le Patriote en 1990, directeur général de la radio Nostalgie Côte d'Ivoire en 1993, puis PDG du groupe Nostalgie Afrique en 2000. C'est lors de la constitution du gouvernement de réconciliation nationale en 2003, suite aux accords de Linas Markoussi, que l'actuel Premier ministre fait sa première entrée au gouvernement en qualité de ministre des NTIC, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Un poste qu'il occupe jusqu'en avril 2011, avant d'être nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur, un portefeuille ministériel qu'il va garder dans les gouvernements de Jeannot Kouadia-Oussou, de Daniel Kablan-Duncan et d'Amadou Gon Coulibaly. En 2017, Ahmed Bakayoko quitte le ministère de l'Intérieur pour celui de la Défense. Lors des élections municipales d'octobre 2018, il est élu maire de la commune d'Abobo avec environ 59% des voix. Une commune qu'il entend faire reluire à travers plusieurs actions initiées. Ahmed Bakayoko porte désormais entièrement le costume de Premier ministre après plusieurs jours de vacances du poste dont il avait assuré l'intérim. À quelques mois de l'élection présidentielle, la mission du Golden Boy va certainement consister à préserver les acquis de son prédécesseur. Voilà, chers confrères, la Côte d'Ivoire a un nouveau Premier ministre, Ahmed Bakayoko. Analyse, réaction suite à cette nomination, Augustin Couillot? Je pense que ça n'a pas surpris outre mesure, puisque depuis plusieurs jours déjà, les réseaux bruissaient du projet qui était déjà dans les boîtes, à savoir que Ahmed Bakayoko devait remplacer Feu Amadou Gon Coulibaly. Donc il n'y a pas de surprise dans la matière. Bon, voilà, maintenant, c'est un ancien du gouvernement depuis 2003, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc rien de surprenant. Et voilà, c'est la suite le RDR qui continue dans le RHDP. Très bien. André Silver? Alors moi, je note tout de suite sa première déclaration en tant que Premier ministre, faite en marge donc du Tabaski. On va la voir tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, où il relève 3 défis. Le premier défi donc, c'est celui de la lutte contre le coronavirus, dont la gestion a été, on va dire, un peu calamiteuse par son prédécesseur, le regretté Amadou Gon Coulibaly. Et puis le deuxième défi, c'est donc le rassemblement. Bien sûr, il a insisté là-dessus. On l'attend aux actes parce que aussi, encore une fois, sur ce chapitre-là, le gouvernement du RHDP a un peu péché par la faillite de la réconciliation. Et puis, le troisième défi, c'est celui donc des élections apaisées. On sait que dans le contexte de 2010, celui qui l'a précédé, donc Guillaume Soro, a lui, pour sa part, échoué à organiser des élections apaisées, d'autant qu'il y a une crise post-électorale par la suite. Donc, sur ces 3 défis, on sera très vigilant. Félix Boni?
Je commence par saluer le journaliste qui devient Premier ministre. Je crois que c'est une première en Côte d'Ivoire et ça, c'est une fierté qu'on devrait quand même nous aussi saluer. Et donc, je salue l'aîné qui aujourd'hui nous honore à ce poste de responsabilité. Mais je dirais que la logique a été respectée parce que d'abord, c'était le seul ministre d'État du gouvernement. En plus de cela, c'est le Premier ministre, on s'attendait à ce que le Premier ministre sorte du cercle du chef de l'État et Ahmed Bakayoko en la matière, tout comme Amadou Gon Coulibaly, sort droit du cercle du président de la République. C'est un homme de confiance. C'est aussi quelqu'un qui a évolué dans l'ombre du président de la République. Donc, c'est quelqu'un dont la promotion n'étonne personne au poste où il est arrivé. Au niveau du RHDP, je crois que quand on regarde l'évolution des choses, c'est quand même celui qui a un certain leadership au-delà d'Amadou Gon Coulibaly. Et quand André évoque les 3 chantiers que l'homme entend, dont l'homme entend faire sa priorité, on note très vite ce qui fonde la personnalité même d'Ahmed Bakayoko, qui est quand même une personnalité d'ouverture qui n'est pas trop dogmatique, RHDP dogmatique. C'est ce monsieur qui est quand même ouvert à toutes les sensibilités politiques, qui a une notoriété, une popularité qui va au-delà de sa formation politique. Et je ne serais pas surpris qu'il soit quand même quelqu'un qui puisse engager véritablement le chantier du rassemblement et de la réconciliation. Docteur François Konan? Oui, je dirais que c'est une nomination à saluer. Parce que moi, je me posais la question, pourquoi avoir hésité pendant longtemps avant de le nommer. Mais je note aussi que parmi tous les leaders, le cadre du RHDP, il est le moins extrémiste. Et je pense que sur ce chapitre-là, il pourra facilement concilier toutes les positions de tous les partis pour qu'on aille aux élections apaisées. En tout cas, moi, je salue sa nomination. Et André a effectivement dit les défis qu'il a lui-même qu'il attend. Et j'espère qu'il pourra avoir les mains libres pour pouvoir les relever, ces défis-là. Donc, on attend de voir. Bernard? Je ne vais pas revenir sur ce que les uns et les autres ont déjà dit sur la personne du Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est une nomination qui n'est pas surprenante. Et lui-même, il a évoqué les défis sur lesquels les Ivoiriens l'attendent. Et parlant de ces défis, moi, je n'ai aucune crainte parce que le Premier ministre Ahmed Bakayoko, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est un homme de dossier et il est dans le sérail du président de la République depuis fort longtemps. Et son passage à différents postes ministériels ont démontré que c'est un homme du défi. Il est capable de relever beaucoup de défis. Il l'a démontré au ministère de l'Intérieur, il l'a fait au ministère de la Défense et je pense qu'aujourd'hui, à la primature, il pourra relever ces défis-là. Alafé Ouakili? Oui, il faut dire qu'il y a un sentiment de soulagement général et les différents avis donnés aussi donnent une satisfaction et puis une espérance, un optimisme. Mais en même temps, il ne faudrait pas qu'on oublie que le Premier ministre est chef du gouvernement, il est chef du gouvernement, que le chef de l'exécutif demeure et reste le chef de l'État, voilà, le président de la République, qui a été élu. Son Excellence Ahmed Bakayoko, qui vient d'être nommé Premier ministre, a été nommé par décret du président de la République. Ce n'est pas un élu du peuple. Donc, celui qui a été élu par le peuple de Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Et je pense que le Premier ministre travaillera dans le cadre de sa vision. Et c'est ainsi que l'ancien Premier ministre, paix à son âme, a d'ailleurs travaillé. Et depuis toujours en Côte d'Ivoire, sauf peut-être les gouvernements où on a pensé que des premiers ministres à l'époque comme Feu Seydou Diarra ou Charles Konan Banny pouvaient avoir les mêmes pouvoirs que le président de la République. Donc sur cet aspect, il ne faut pas se méprendre. Et puis après, on doit aussi observer le premier message du Premier ministre qui a dit que c'est aussi un défi à relever par la jeunesse, qui a mis en avant l'hommage et la mise à l'épreuve que le président de la République voudra faire à la jeunesse, parce que c'est 50-60 ans et il a 55 ans. Et je pense que c'est un élément important à relever par rapport au débat des mois à venir ou des mois passés en Côte d'Ivoire. Augustin Couillot, vous voulez réagir? Alors, j'ai entendu sur le plateau que c'est le monsieur ouvert à toutes les sensibilités, le moins extrémiste. Bon, je m'interroge si c'est vraiment cela.
Parce qu'on se souvient que M. Ahmed Bakayoko a été ministre de l'Intérieur et le gel des avoirs des cadres pro-Gbagbo, c'est aussi Ahmed Bakayoko. Et c'est lui qui gérait personnellement ce dossier. Les emprisonnements, les arrestations, la DST, c'est Ahmed Bakayoko. Réaction à la Oui, fin. voyez-vous, ça rejoint justement ce que j'ai dit. Il était ministre de l'Intérieur, il est Premier ministre d'un gouvernement dont le patron est Alassane Ouattara, parce que c'est lui qui a reçu le suffrage universel. Il assume certainement les actes qu'il a posés. Il y a des points négatifs, il y a aussi eu le dialogue politique dont il a été un moment un acteur, parce qu'en sa qualité de ministre de l'Intérieur, responsable de la vie dans les partis politiques, il a été au cœur du dialogue politique, des rencontres, des échanges avec les partis politiques. Il y a cela. Et puis, c'est vrai, il y a des mots actes qui peuvent être mauvais, mais je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de ministres de l'Intérieur en Côte d'Ivoire qui sont populaires comme lui. En général, les ministres de l'Intérieur ou de la Défense sont craints, parce qu'il représente la force et la violence. Mais on ne peut pas dire que M. Ahmed Bakayoko est un homme impopulaire, alors qu'il a exercé ses ministères difficiles. Moi, je voudrais dire que la question de gel des avoirs et puis d'arrestation, parfois, je crois que ce sont des dossiers qui étaient quand même juridiques et qui étaient d'abord pilotés par le ministère de la Justice. Et effectivement, il y a le relance sécuritaire. Et quand on en arrive à là, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité également a sa responsabilité qui joue. Mais quand on regarde quand même la personnalité d'Ahmed Bakayoko, c'est une personnalité quand même assez, j'allais dire, relaxe, quelqu'un qui a de très bons rapports avec beaucoup de dirigeants de l'opposition. Je ne citerai pas de nom ici, mais chaque fois qu'il y a le dialogue politique, on voit cette taquinerie avec certains leaders politiques. Il n'a vraiment pas de relation radicale, j'allais dire. Il n'est pas directif envers les dirigeants de l'opposition. Il a toujours été assez... il a toujours décompressé ses relations avec les autres. Et je pense qu'il travaillait dans une équipe qui avait son Premier ministre. Et donc, chacun a son feeling. Si on regarde le feeling personnel d'Ahmed Bakayoko, c'est une personnalité d'ouverture. Et je pense qu'il va imprimer son feeling. Quand bien même il sera sur les ordres du président de la République, il a son feeling qu'il va quand même imprimer par rapport à son équipe pour essayer quand même de sortir de là en marquant son empreinte à la primature. Très Bernard. Oui, mais je pense que sur ce plateau, il faut éviter de faire des procès d'intention. Tout à l'heure, j'ai vu Augustin Couillot émettre des réserves sur la personnalité du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Je pense que nous sommes tous témoins de l'histoire récente de notre pays. On dit que non, Ahmed Bakayoko est à la base de celui qui a emprisonné des opposants, celui qui a gelé des avoirs. Mais il ne faut pas perdre de vue un certain nombre de choses. Quand M. Ouattara est arrivé au pouvoir, M. Couillot, vous avez oublié les attaques des commissariats, les attaques des casernes, les attaques des camps de gendarmerie. Il y a eu des militaires qui sont tués, il y a eu des policiers qui ont été tués. Mais quand on est ministre de l'Intérieur d'un pays et qu'on a la responsabilité, je recommande qu'on prenne ses responsabilités pour faire face à ces attaques. Alors, Ahmed Bakayoko n'est pas allé soulever des gens dans leur salon pour aller les mettre jeter en prison. C'est une question de responsabilité. Vous ne devez pas ignorer les attaques des commissariats, les atteintes à la sûreté de l'État. Donc, vraiment, il faut éviter de faire des procès d'intention. Regardons la réalité d'en face. Et puis, il faut assumer ce qui s'est passé. André Silver. Moi, je souhaite qu'on ne préjuge pas. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, le Premier ministre lui-même a fixé sa feuille de route. Manifestement, une feuille de route dictée par le président. De ce fait, il faut le suivre à l'acte. Parce que moi, j'ai appris à me méfier des paroles, des belles paroles des hommes politiques. Mais je regarde davantage aux actions. De ce fait, on attend les premières actions quant à, par exemple, la gestion transparente de la crise de coronavirus, quant au rassemblement dont il a parlé, personne ne l'y a obligé. Et de ce fait, on attend les premiers actes sur le Covid-19, sur les rassemblements et sur les élections apaisées. C'est aussi simple que cela. Je ne veux pas de procès en sorcellerie. Très bien. Surtout que, rapidement, il a reçu les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire par rapport à la réforme de la CEI. Déjà, il a dit que les CEI locales seraient remises en place par d'autres élections par rapport au président. Donc, je pense que, déjà, comme il a dit, on le suit. Déjà, ce pas-là, on le suit. Et surtout, comment il va gérer la question des élections.
de 2020. Très bien. À la fin. Et puis, n'oublions pas aussi qu'il y a des décisions, des positions que la posture de membres du gouvernement, de ministres, ministres d'État, premiers ministres peuvent amener à prendre. Et puis, il y a l'individu, la personnalité même qui peut demeurer une personnalité d'ouverture, avoir des amis dans toutes les chapelles politiques. C'est le cas. Augustin? Alors, moi, je ne voudrais pas qu'on retienne que je fais un procès à détention. Non, Oui, bien ce sûr. n'est pas du tout un procès de détention. Je rappelle ce que le nouveau Premier ministre a été ministre de l'Intérieur. Et à cette époque, les arrestations dont Kara Bernard parle n'ont pas commencé avec les attaques des commissariats. On peut bien assurer la sécurité du pays. Mais j'ai parlé des arrestations qui ont eu lieu. Il parle des domiciles. Oui, il y a des gens qui ont été pris à leur domicile. Je ne dis pas que M. Bakayoko va venir et faire la même chose. J'ai dit, si on parle de ces belles intentions, sachons aussi ce qu'il a incarné. Et comme Alafé l'a dit, les ministres de l'Intérieur incarnent généralement la violence, puisqu'ils doivent assurer la sécurité. Mais c'est bien cela qu'il a incarné à une certaine époque. Très bien. Je vous en prie, je voudrais ajouter que l'image que en tout cas les pro-Gbagbo ont vue Ahmed Bakayoko avec Gbagbo au Golfe, ça ne passe pas inaperçu. On le range aussi parmi ceux qui ont été les bourreaux non, l'image peut être interprétée à plusieurs manières. Oui, mais justement, c'est une image où parce qu'il y avait aussi la fraternité et l'humanité. Dans une situation difficile, des images insoutenables avec M. Bakayoko. C'était des images muettes. On ne savait pas vraiment ce qui s'y passait. Donc, je veux dire que pour une certaine catégorie d'Ivoiriens, il représente aussi la répression. Alors, à la fin, vous voulez réagir? Je disais que l'image, c'est aussi l'image de la fraternité, du respect d'un jeune frère pour un président déchu en difficulté, mais qui a pu être positif avec lui à un certain moment et il lui faisait porter un habit. Donc, on ne peut pas voir ça de façon totalement négative. Le contexte même n'était pas bon. Mais la part personnelle qu'il a pu jouer me paraît assez importante et l'histoire pourra révéler aussi un certain nombre de choses lorsqu'on en saura plus. Très rapidement. Oui, sur cette image d'Ahmed Bakayoko et Laurent Gbagbo au Golfe, les deux ne sortaient pas d'un dîner gala. On revenait d'une crise, d'une guerre où M. Gbagbo a été arrêté. Et les images sont encore là. M. Ahmed Bakayoko, comme l'a dit tout à l'heure, a fait preuve d'humanisme en allant vers son aîné. Il a appartenu au gouvernement de Laurent Gbagbo. Qu'on ne vienne pas aujourd'hui dire non, que Ahmed Bakayoko fait partie des faucons du régime. Nous disons que quand on est ministre de l'Intérieur d'une république, on a des responsabilités, on a la responsabilité de protéger le pays, de protéger les citoyens. C'est ce que M. Ahmed Bakayoko a eu à faire. Et je le répète, Ahmed Bakayoko n'est pas allé soulever des gens qui étaient en train de regarder un championnat de football pour le foutre en prison. Il y a des faits sont là. Quand on dit qu'il a gelé des avoirs, c'était juste après la crise post-électorale. Les faits sont là. Très bien. Donc aujourd'hui, le monsieur est Premier ministre, il s'est fixé des défis. On l'a vu ailleurs, au ministère de l'Intérieur, on ne vendait pas cher sa peau. Mais aujourd'hui, toute modestie mise à part, Ahmed Bakayoko fait partie des meilleurs ministres de l'Intérieur que la Côte d'Ivoire a connu. Il est arrivé à la défense dans un contexte extrêmement difficile où le régime était à un doigt de chuter. Ahmed Bakayoko a su user des tactiques de diplomatie pour faire corps avec la troupe. Et depuis qu'il est là, les bruits de bottes, c'est un peu dans le cas. Ce sont des mérites qu'il faut reconnaître tout de même. Félix Boni. Mais moi, je retiens de ce que Q a dit tout à l'heure, qu'il a été ceci et il a été cela auparavant. Mais contrairement à André, moi, je veux préjuger. La personnalité de l'homme peut nous permettre de préjuger. Je pense que personne, en tout cas sur ce plateau, ne peut déjà nier la personnalité d'ouverture d'Ahmed Bakayoko. Gageons que cette personnalité va lui permettre d'accomplir valablement les missions qu'il s'est données. Et quand vous regardez ces trois missions, ce sont des missions de conciliation, d'ouverture, et je pense que ça reflète effectivement la personnalité du nouveau Premier ministre. Très bien. Alors, Covid-19, rassemblement des Ivoiriens, élections apaisées, voici les trois défis, comme le disait André Silver-Kona, qui attendent le nouveau Premier ministre Ahmed Bakayoko. Au lendemain de sa nomination, le chef du gouvernement s'est exprimé pour la première fois après la prière de l'Aïd el-Kébir à la mosquée de la Riviera Golfe. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, à l'occasion de cette prière, j'ai l'occasion
d'avoir ma première prise de parole en tant que Premier ministre, car comme vous savez, j'ai été nommé hier. Je rends grâce à Dieu, j'exprime ma gratitude au Président de la République. Et je voudrais dire que ce n'est pas une confiance qui m'est faite qu'à moi, c'est une confiance qui est faite à tous les jeunes de ma génération, pour que nous puissions montrer au pays et à la face du monde que nous avons la capacité de relever les grands défis qui nous attendent. Ces défis, c'est d'abord continuer à bien gérer notre réponse face à la pandémie à Covid-19. C'est nous rassembler, réussir à nous parler, faire en sorte que nous puissions avoir des élections dans la paix. Une élection, c'est une compétition politique, mais le plus important, c'est nous-mêmes, notre pays, pour des générations. Je veux m'investir avec cette génération parce que si nous réussissons, nous aurons mérité de nous aider et nous aurons travaillé pour nos descendants. Je voudrais, au nom du président de la République, souhaiter une bonne fête à l'ensemble de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire et à tous nos compatriotes, que ce jour soit un jour de paix, qu'il y ait la paix sur notre pays. Ahmed Bakayoko peut-il être le nouveau porte-flambeau de cette nouvelle génération que le président de la République appelle de tous ses voeux? Oui, André? On ne sait pas, parce que, voyez-vous, moi, encore une fois, je me méfie des belles paroles des hommes politiques. Et je l'attends vraiment aux actes. Mais il ne faut pas perdre de vue le fait que sa nomination intervient quand même dans une sorte de contexte. Vous voyez, il n'y a pas eu de dissolution du gouvernement. Je ne sais pas s'il aura les mains libres pour nommer son équipe. Avec quels collaborateurs il va travailler. Il va trouver donc une équipe composée par son prédécesseur, avec lequel il n'avait pas forcément la même vision. On sait qu'il y a des divergences de vues au sein du gouvernement, d'autant que sa nomination a mis du temps. Ce n'est pas forcément lié au recueillement. On a vu aussi certains propos ou bien certaines positions prêtées à Adama Bictogo. Ahmed Bakayoko sait plus que quiconque qu'il va évoluer en eau trouble. Et est-ce qu'il aura les marges nécessaires pour pouvoir travailler? On l'espère vivement pour que ces 3 chantiers ils puissent vraiment les réussir. Oui, Kouyo? Alors, le Premier ministre, c'est quand même l'homme de c'est bouclé, c'est géré. Oui, il va organiser. En fait, ce n'est pas lui qui organise, il y a la CEI. Mais il devient le vrai patron, disons, après M. Ouattara, c'est lui le patron de l'État. Ils vont organiser des élections. C'est bouclé, c'est géré. Le président a dit qu'il tient à la victoire du RHDP, certainement au premier tour. Et la situation va être très... Où voulez-vous en venir? Non, je veux dire que il est peut-être là aussi pour appliquer, pour faire réaliser le vœu du président. Mais tout président de la République veut que sa formation politique bien sûr. remporte la prochaine élection présidentielle. Je n'ai pas dit le contraire. Mais j'ai dit qu'il est... Parce que quand on a été l'homme de ces bouclés, ces gérés, il est difficile de venir après être disons, très, très cool avec tout le monde. À la fin? Oui, il faut dire que vous avez posé la question de savoir si c'est un appel à cette nouvelle génération qu'on attendait, dont parle le président, un peu. Maintenant, on attend de voir, par rapport aux autres sujets qu'on va aborder, ce que cela va donner. Maintenant, pour le reste, vous savez, on peut dire beaucoup de choses, on peut analyser, mais il faut peut-être s'en tenir aux faits, à ce qu'on regarde. Et le passé, oui, il assume tout son parcours, il assume toute son histoire, mais ça n'empêche pas aujourd'hui, dans sa nouvelle posture, de souhaiter davantage de rassemblement. Les élections étaient déjà bouclées, sans doute, mais ça n'empêche pas de continuer à parler avec les acteurs pour organiser les élections dans la sérénité et dans la stabilité. Donc, on revient à ce qu'a dit Félix ou même André, ce n'est pas de procès d'intention ni de procès en sorcellerie. Très bien. Alors, Ahmed Bakayoko l'a dit dans une de ses interviews, je crois qu'il était ministre de l'Intérieur à l'époque, le fait d'arriver, de côtoyer ce niveau social, ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, on peut partir de rien et devenir une haute personnalité dans le pays. C'est aussi ce cheminement-là qui met en avant.
Absolument, absolument. Et comme quelqu'un l'a dit ici, Ahmed Bakayoko, aujourd'hui, une fierté pour toute une génération, une fierté pour la jeunesse ivoirienne. Et nous, journalistes, c'est un honneur pour nous, un des nôtres aujourd'hui, Premier ministre. Ça peut vous donner aussi des idées, peut-être? Absolument, pourquoi pas. Dans la sous-région, il y avait eu beaucoup ça. Hein, mais oui, chez nous, donc on était vraiment, c'est nous comment au Burkina, dans d'autres pays. Avec Alpha Barry au Burkina Avec Alpha notamment. Barry. Premier ministre, le même Premier avant. ministre. Oui, Premier ministre. C'est ça. Ouais, Tout voilà. à fait. Ministre. Mais indépendant de ça, Ahmed Bakayoko, c'est dans la logique, hein, sa nomination s'inscrit dans une logique. C'est pourquoi moi, je ne souhaite pas qu'on fasse... Je serais curieux de savoir, c'est quelle logique. Oui. Qu'on fasse un peu de politique fiction en parlant des conditions de sa nomination. Je suis curieux de savoir dans Non, quel... j'arrive. Non, la logique, on peut l'expliquer. Ahmed Bakayoko, 30 secondes. s'il vous plaît, Ahmed Bakayoko a assuré l'intérim de l'ancien Premier ministre aujourd'hui décédé. Ahmed Bakayoko est le seul ministre d'État dans le gouvernement. Donc, dans l'ordre protocolaire, c'est l'homme... C'est ça que vous appelez la logique. S'il vous plaît. Tout à l'heure, Sylvain a dit qu'il y a eu des problèmes au sein du gouvernement, que le président a mis du temps pour... Mais attendez, combien de temps? Nous sommes 2 semaines après le décès d'un Premier ministre, on dit qu'il a mis du temps. Non, voyons ce qui se passe en Israël, en Belgique. Écoute, même un seul jour sans Premier ministre, c'est grave. Bon. Un seul jour sans Premier ministre. Mais docteur, 2 semaines. Et en plus, je te rappelle qu'on n'a pas de vice-président actuellement. On n'a pas de président du Conseil. Ça, c'est un autre sujet qu'on va aborder. Je vous informe qu'en Israël, en Belgique, ils ont mis des mois sans Premier ministre. Il faut pas Alors, chers confrères, cette semaine, c'est aussi tenu, s'il vous plaît, Krabena, cette semaine, c'est aussi tenu le conseil politique du RHDP au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, en ligne de mire la désignation du candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix à l'élection présidentielle d'octobre, invité à être le candidat de la formation politique au pouvoir. Suite à l'insistance des cadres et instances du parti, le président Ouattara a plaidé un temps de repos et de recueillement avant de se prononcer. Je vous propose de l'écouter. J'ai entendu les messages des différentes structures du parti, les élus et les instances du RHDP, les présidents d'institutions, les ministres, tous qui m'ont contacté également directement, avec beaucoup d'attachement et d'affection à Amadou, à mon fils. Je prends acte donc des résolutions du Conseil politique et de votre demande. Je vous demande de continuer d'avoir une pensée pour Amadou Gon Coulibaly et de me laisser le temps du recueillement et de la récupération avant de vous donner une réponse très prochainement. Alors, finalement, l'opinion pensait que le président Ouattara se serait prononcé en faveur d'un oui ou d'un non à la faveur de ce conseil politique. Finalement, il demande beaucoup plus de temps. Vous vous y attendiez? Personnellement, je m'y attendais et je pronostiquais que le président n'allait pas donner une suite dans la ferveur dans laquelle elle avait entraîné tous ces appels de partout, de ses partisans. Et d'ailleurs, je m'attends toujours encore à de la surprise de la part du président qui a quand même lâché du lest dans son discours. Quand il dit « je tiens à la cohésion, je veux que le parti gagne », on a l'impression qu'il prépare les mentalités de ses partisans à quelque chose qu'il va faire, à une autre très belle surprise qu'il va faire. Et le président qui aime bien les symboles, je ne serais pas surpris que son discours qu'il va prononcer le 6 août, la veille de l'indépendance, soit un discours qui va porter éventuellement sur son choix qu'il aura opéré et nous en donne déjà quelques signaux. Et je ne serais pas surpris, pour être vraiment péremptoire, que le président peut-être déçoive entre griffes encore ses partisans pour dire « je vais me reposer et je vous propose telle personnalité, suivez-le, ne vous dispersez pas ». Et on parlait tantôt de nouvelle génération, pourquoi pas le Premier ministre actuel? André Sylvain Conan, c'est aussi votre point de vue? Plus ou moins. Voyez-vous, ce discours du président a été très profond. Ça rappelle « je vous ai compris » du général de Gaulle. Et il y avait plusieurs éléments de langage dans ce discours. Premier élément de langage, il dit au RHDP, je ne vous décevrai pas, je tiens aux intérêts du RHDP. Et donc, il calme, il rassure les militants du RHDP. Mais
dans ce discours encore, il dit que nos intérêts personnels, je ne les cite pas, je les dis de mémoire, que nos intérêts ne transcendent pas les intérêts de tous les Ivoiriens. Voyez-vous, et donc là, il s'adresse à tous les Ivoiriens, et puis il dit deux choses. Il dit une autre chose. Il dit, je m'adresserai aux Ivoiriens et aux militants du RHDP. Donc, son discours du 6 août sera suivi. Je pense qu'il prépare cela avec beaucoup de munitions, beaucoup de responsabilités aussi. Et par la suite, il s'adressera donc à ses militants. Je pense que ce conseil politique qui a été fait à sa demande, parce que quand vous lisez le discours de M. Adama Bictogo, il dit... Vous nous avez instruit de consulter. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est sur instigation du président de la République, les chefs qui vont le voir et tout cela. Le président est encore dans la phase de l'examen de conscience parce qu'il écoute les gens. Il sait ce qui se passe, par exemple, au Mali, où il y a eu des démissions au sein du Conseil constitutionnel. Il sait que le débat de l'article 183 n'est pas épuisé. Ce fameux article pour lequel il y a eu la lettre, mais aussi il y a eu l'esprit, édicté par les pères fondateurs de la Constitution, dont l'interprétation a été encore édictée par le gouvernement, publiée sur le site du gouvernement, abusivement d'ailleurs supprimée par les mêmes gouvernements. Voyez-vous, et donc le président écoute. Et c'est ce qui s'est passé par exemple au Burundi, où il y a eu un troisième mandat contre l'avis de certains opposants. Pierre Nkurunziza, qui a fait un mandat désastreux, paix à son âme, il est mort récemment. Il sait ce qui s'est passé en Mauritanie, où le président Abdoul Aziz, malgré le fait qu'il y a une nouvelle constitution à respecter là-bas, ce qu'on appelle l'article 183 local, le président écoute. Il sait que, en dépit de tous ces appels, dont celui, par exemple, de Bictogo, qui a été l'un des conseillers de Robert Gueye, il sait que tout cela n'est pas forcément sincère. En fin de compte, la décision lui appartient et que Dieu lui donne la bonne compréhension. Augustin ? Bon, moi, je pense que Boni est très gentil. Je pense que, à mon avis, M. Ouattara est déjà candidat. Il est déjà candidat. Et quels sont les éléments qui fondent votre analyse ? Mais l'observation de la vie politique en Côte d'Ivoire, la plupart des leaders suscitent toujours leurs partisans pour appeler à leur candidature. Et ça, pour Bédier, c'était déjà ça. Pour M. Ouattara, ce n'est pas différent parce que tout ceci a été suscité dès le premier jour par M. Bictogo qui a dit que si ce n'est pas Ouattara, personne ne pourra les faire gagner. Bon, donc, mais ça a d'ailleurs suscité quelques graissements au niveau des gens qui pensent qu'ils sont aussi capables de faire gagner le RHDP. Donc, moi, je sens que M. Ouattara ne pouvait pas se prononcer au conseil politique du RHDP, mais il fera une déclaration publique expliquant les raisons pour lesquelles il veut bien être candidat. Moi, je souhaite que, pour une fois, sur ça, et qu'il nous surprenne réellement, qu'il renonce et qu'il donne la possibilité à d'autres personnes, Ahmed Bakayoko, Hachi Patrick, Aoussou Jano, Kandia Kamara, tous ceux-là, c'est des cadres qui peuvent valablement représenter le RHDP dans une élection. Et je souhaite vraiment qu'il respecte la parole qu'il a donnée, pas à ses militants, mais à la nation entière, au congrès réuni à Yamoussoukro le 12 mars, en disant « je vais passer la main ». Le 5 mars. Alafé Ouakili ? Oui, il faut dire qu'on peut espérer, on peut souhaiter beaucoup de choses. En tout cas, peut-être oui, sauf extraordinaire, sauf revirement des situations. En l'état actuel des informations dont je dispose, le président Alassane Ouattara sera candidat. Pour moi, la surprise sera qu'il ne soit pas candidat. En l'état actuel des informations dont nous disposons. Et c'est une décision qu'il n'aura pas prise de gaieté de cœur. Comme lui-même il a dit, il est en train de faire ses cartons
il a montré le projet de sa fondation, il a refusé des postes à l'international, il voulait rester en Côte d'Ivoire pour encadrer l'équipe qui serait choisie et tout était bouclé. C'est un réexamen, c'est un plan de carrière qui est en train d'être fait. Bien entendu, on peut dans l'absolu dire qu'il devrait partir, s'en aller, et puis peu importe que le RHDP gagne, peu importe que Ahmed Bakayoko gagne, peu importe que Kandia gagne, peu importe qu'Achi Patrick gagne, il ne devait plus se stresser de ça, mais il a dit qu'il est soucieux de la victoire du RHDP. On peut vouloir le chef de l'État au-dessus de tout le monde, qui, dans sa tête, va adouber Bédié en décembre, quand Bédié sera élu, ou bien Laurent Gbagbo va revenir, ou bien Afinguessan. On peut rêver de ce schéma idéal, mais il est issu d'un parti, il estime que ce parti a encore la capacité de gouverner la Côte d'Ivoire, et il a dit qu'il n'y a pas lieu de laisser le pays dans les mains de personnes poursuivant des intérêts personnels. Donc, et aussi, il a précisé, on peut voir les parties de son discours qui laissent penser qu'il surprendra et il s'en ira, mais en même temps, il y a des messages qui laissent entendre que ce n'est pas évident et qu'il est contraint à réexaminer un certain nombre de choses. En disant d'ailleurs, voyez-vous, il a dit à une interview à l'époque, il dit, si telle ou telle situation se présente, il sera candidat au mépris de ses principes. Il a prévenu. Il dit, oui, j'ai des principes, pas plus de 2 mandats. Mais si au moment de partir, je constate que mon œuvre est en danger, que le pays est encore dans une posture de déstabilisation, au mépris de mes principes, je serai amené à être candidat. Ça, il a dit. Très Bernard. Oui, ce que moi je retiens de ce conseil politique, c'est la posture constante du président Ouattara. On constate effectivement que c'est un homme qui est affligé, qui est dévasté par la perte de son premier ministre, raison pour laquelle il a demandé à ses militants de lui accorder ce temps de recueillement. Ce qui reste à voir que sa réponse est encore attendue. Cette décision du président, pour ceux qui suivent l'actualité au RHDP, faisait partie des options qui étaient sur la table. Comme quelqu'un l'a dit ici tout à l'heure, il ne pouvait pas donner une réponse séance tenante à l'hôtel Ivoire. Il a donné rendez-vous aux Ivoiriens le 6 août et à un autre niveau à ses militants le 16 août à l'occasion des 40e jours de son fils Amadou Gon Coulibaly. Mais je retiens une chose de son intervention. Il dit que la victoire du RHDP à cette élection sera le plus bel hommage qui sera rendu au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Donc je note que ce soit lui, Alassane Ouattara, ou quelqu'un d'autre, le président pèsera de tout son poids pour que son parti puisse gagner à cette élection. Docteur François Konan. Oui, moi je dis que depuis le début, le président Ouattara a toujours eu l'intention de se porter candidat. Les choses sont là, les indices sont là, et il savait qu'un jour ou l'autre, on aura besoin, son parti va lui demander. Tout ce scénario mis en place, c'est un scénario pré... Non, il savait que son premier ministre allait mourir pour être... Non, qu'il meure ou pas, il sait que de toute façon, il ne serait pas loin du pouvoir. Ça, il faut le reconnaître, mais oui. C'est une révélation, non, ça. Non, je dis, même si le Premier ministre est candidat, il était là vivant, le président Ouattara ne serait pas très loin, il serait à côté, dans le standing block. Mais je dis, on a vu ça ici. Depuis le temps de Fouet-Boigny, on sait comment les présidents se font admettre. C'est-à-dire, ils font que le peuple puisse admettre qu'il soit candidat. Par un scénario, visite des chefs de village, des religieux, etc. C'est tout scénario mis en place pour qu'ils puissent... Le président Ouattara, lui, dit qu'il va nous surprendre. Mais la surprise serait qu'il ne soit pas candidat. Mais il sera, le 6 août, il va dire, bon, répondant à l'appel du peuple. Voilà. Vous préjugez déjà de ce qu'il va être dit le 6 août. Félix Bonny. Moi, je pense que ce n'est pas un scénario qui est nouveau. Hein. Le 5 mars, je crois qu'avant le 5 mars, ce scénario a eu cours. C'est-à-dire on a eu beaucoup d'appels. Le président même qui a laissé entendre que je serai candidat. Si ceux de ma génération sont candidats, je serai candidat. Mais ça n'a pas empêché qu'au congrès du 5 mars, le président a annoncé qu'il ne sera pas candidat. Et je pense que le 6 mars, le 6 août, qui ressemblera un peu au 5 mars, c'était devant le Congrès. Cette fois-ci, c'est l'adresse à la nation.
le président a choisi cette date symbolique pour surprendre, en tout cas ceux qui pensent qu'il va être candidat, il va vous surprendre encore. Et je pense que c'est un monsieur qui tient beaucoup à sa parole. Il aurait pu encore, pour sa candidature, aller au Congrès, à Yamoussoukro, avec les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, pour officiellement annoncer si oui ou non il serait candidat. Parce que c'est là qu'il l'a annoncé. Je veux terminer. Sur ce même plateau, il y a quelques semaines, je disais, ne poussez pas le président à l'allégorie du pangolin. C'est-à-dire le pangolin qui construit et qui détruit par sa queue. Et tout à l'heure, quand elle a fait parler, le président a dit qu'il a répressé si le pays est dans une certaine posture de déstabilisation, il sera candidat. Mais justement, si les candidats avaient cette question de l'article 183 et de la Constitution, je pense qu'on sera dans une posture certainement de déstabilisation. Or, le président n'a pas envie de se retrouver dans une situation à gérer. Pourquoi posture de déstabilisation? Parce que l'interprétation de ces dispositions de la Constitution va nous entraîner dans une situation incertaine. Il est clair que l'opposition ivoirienne et peut-être une certaine société civile attendent que le président franchisse le pas d'un troisième mandat, lequel troisième mandat ne sonne pas bien d'ailleurs même dans l'esprit certainement du président de la République, pour susciter, j'allais dire, une sorte de levée de bouclier. Et je crois que quand le président parle et qu'il dit que je suis éprouvé, il n'a pas envie de gérer encore une autre épreuve populaire, une certaine manifestation à la malienne ou à la guinéenne. Je ne pense pas que le président Ouattara va s'engager dans une issue incertaine de ce genre. À la fin, je pense que le président de la République a suffisamment, comme lui-même il le dit, donné l'exemple d'un homme qui n'est pas manipulable, d'un homme qu'on ne manipule pas, d'un homme qui n'est pas sous pression. Donc, dans l'appréciation des choses, il faut peut-être éviter de donner l'impression des gens qui font pression sur le président, des gens qui réclament, qui veulent le pousser à une faute. Il a suffisamment montré qu'il ne cède pas à ça. Donc, il ne faut pas penser que... Il ne cède pas à quoi? Des gens, par exemple, le 5 mars, tout le monde peut-être s'attendait à ce qu'il soit candidat, comme il a dit. Tout le monde le demandait, mais il a dit non. Donc, il s'est résisté aux pressions. Si aujourd'hui une situation contraire se présente, il aura examiné la situation en toute responsabilité et pris la décision qu'il estimait la meilleure. Maintenant, on nous annonce des périls, on nous annonce la déstabilisation, on nous annonce des insurrections parce que certains seraient en désaccord avec l'interprétation de l'article 83. Est-ce de cela que Félix parle? C'est-à-dire parce que les gens sont en désaccord, le pays va être déstabilisé. Parce qu'on n'est pas d'accord avec une interprétation, le pays sera mélangé. D'accord, clarifiez rapidement. Soyons clairs, je pense que si le président Ouattara dit qu'il n'est pas candidat, ce débat ne se fera pas. Mais s'il dit qu'il est candidat, ce débat se fera. Je pense que bien sûr, tout le monde est prêt pour le débat, mais il ne faut pas menacer de désordre. Il ne faut pas menacer de sang. Il ne faut pas faire croire que le pays va brûler. Ne voyez pas dans la déstabilisation le sang, les armes. Le pays va brûler. Est-ce qu'on est bien d'accord que vaille que vaille, le débat se fera? Mais bien sûr, le débat doit se faire argument avec argument. C'est cela. Augustin Couillon. La vérité définitive et établie. Pas du tout. Beaucoup d'éléments concouraient à ce qu'on croit que M. Ouattara ne devrait plus être candidat. D'abord, les gens qui ont élaboré les constitutions, notamment M. Cissé Bakongo, actuel maire de Koumassi, qui a, sur des plateaux de télévision, a démontré par A plus B, pourtant ce n'est pas la mathématique, mais il a démontré que cette constitution ne permettait pas à M. Ouattara d'être candidat. Le ministre de la Justice, Sansan Kambilé, qui s'est retrouvé au palais, à l'Assemblée nationale pour défendre cette constitution de 2016, a dit, mais je vous le dis, que M. Ouattara ne sera pas candidat. Mais rien ne permet à M. Ouattara d'être candidat. Bon, mais malgré tout, lui-même, il disait que la constitution lui permettait d'être candidat. Il n'y a pas de problème. Mais après, il est allé à l'Assemblée et au Congrès. Donc, on s'est dit, bon, c'est bouclé, c'est géré, il n'y a plus de candidature. Mais même le décès, le fait que ça revient... Est-ce qu'on est bien d'accord que nous sommes dans une sorte de guerre d'interprétation? Non, pour moi, il n'y a aucune interprétation qui tienne. Voyez-vous, moi, je suis écrivain. Et il n'y a pas meilleure personne que l'écrivain lui-même de dire l'intention de l'auteur. On a tous appris cela à l'école, l'intention de l'auteur. Absolument. Donc,
des critiques à côté peuvent dire voici l'intention de l'auteur. Mais l'auteur lui-même sait son intention. Il y a eu la lettre de l'article 183 dont il fixe donc cette affaire de continuité législative. Il y a l'esprit qui a été clairement expliqué par les pères fondateurs de la Constitution, donc les rédacteurs de la Constitution, la lettre. Mais mieux, l'interprétation de la lettre et de l'esprit, donc de l'article 183, a été faite déjà par le gouvernement lui-même, qui l'a publié sur son site internet gouv.ci en termes de termes de référence et d'exposé de motifs. L'interprétation, mieux encore, le Conseil constitutionnel actuel a déjà pris 2 décisions sur la base de l'article 183. Donc, il y a une jurisprudence qui existe sur l'interprétation de l'article 183, parce que ces 2 décisions prises en 2018 par le Conseil constitutionnel actuel cite l'article 183 et renvoie à la Constitution de 2000. Il n'y a aucune interprétation qui tienne pour dire... Voilà. On vous a bien compris. On vous a bien compris. Il ne faut pas que dans des débats, les gens nous servent des vérités définitives, des vérités indiscutables, alors que ce ne sont pas des experts eux-mêmes. Et ils veulent récuser... Je cite des experts. Je cite des experts. Alors qu'ils veulent récuser... Allez, on laisse à la fin terminer. Non, ce n'est pas juste de dire... Il n'y a aucune interprétation possible, ça n'existe pas. Les experts qui ont parlé, ils ont parlé face à des craintes exprimées par le professeur Bléou Martin lui-même. Bléou Martin a une note qui a existé, qui n'a pas encore été démentie, dans laquelle en 2016, il exigeait plus de clarification sur la Constitution et l'article 183 en disant que elle permettait au président Alassane Ouattara d'être à nouveau candidat. Il a exprimé des inquiétudes. Les experts sont venus le rassurer. Mais ça ne vaut pas vérité. Ça ne vaut pas vérité. Alors, on le laisse terminer. Ça ne vaut pas vérité. Ça, c'est un. 2, un autre expert, en l'occurrence Mamadou Koulibaly, à sa façon, a mis en garde. Expert en quoi? A mis en garde un expert. Mamadou Koulibaly est un homme politique. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. est un homme politique qui vote des lois. C'est un professeur agrégé à l'université. En économie. Il vote des lois. Et en il a économie. été président de l'Assemblée nationale. Il a été président de l'Assemblée nationale. Il sait ce que signifie voter une loi et l'exécuter. Attendez. Il a dit que cette constitution permet à Ouattara d'être candidat. Il n'a pas dit Il ça. a dit au vu au S'il de vous tout plaît, le monde. s'il vous plaît, Et c'est monsieur. sur la base de ces propos, comme les propos identiques tenus par Afi N'Guessan, que certains ont cru rassurer. Des députés ont témoigné. Récemment, Adjoumani l'a dit, en disant qu'ils sont allés voir le président Bédié François Konan, s'il vous pour plaît. dire cette constitution pourrait être utilisée par Alassane Ouattara pour être candidat. Ils ont attiré l'attention du président Bédié là-dessus, qui a dit laissez passer à autre chose. On a criminalisé les coups d'État. On a enlevé la limite d'âge, donc il n'y a pas de problème. Dernier élément que je vais indiquer, si par extraordinaire, l'âge limite n'avait pas été modifié, ce débat ne se ferait pas. On dirait simplement, Alassane Ouattara a 78 ans, Henri Konan Bédié a 86 ans, à partir de 75 ans, on ne peut pas être candidat. Paf, c'est fini. En ce moment, on n'interprète pas. Il y a des choses qui font qu'il n'y a même pas de débat. 75 ans, tranquille. Aujourd'hui, on dit 35 ans. Un candidat de 34 ans ne peut pas être candidat. Un citoyen de 34 ans ne peut pas être candidat. On n'a pas levé le verrou. Si 75 ans était resté, alors, on vous a bien compris. ne se ferait pas. On ne parlerait même pas d'article 140. Très bien, la fête. Il y a possibilité d'interprétation. Il ne faut pas clore le débat en disant que ce que vous dites est la vérité, alors que des arguments existent pour contrarier vos allégations. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, c'est moi qui donne la parole. Vous non plus n'avez rien dit qui soit indiscutable. André Silver, à la fin, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui, vous dites que pour vous est vrai et pour nous est faux. Alors que ce que vous avez dit, c'est c'est entendu. Non, je vous donne la parole. Je vous donne la parole. De disqualifier les propos des autres. Merci à la fin. Oui, Ali, je pense qu'on gagnerait à dépassionner ce débat. C'est vrai, depuis un certain temps, s'il vous plaît, on entend beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses sur ce fameux article 183. Il y a des experts qui parlent de rationalité juridique, il y en a qui parlent de continuité législative. Bref, nous qui sommes ici, on peut déblatérer autant qu'on veut, qu'on peut sur cette question de constitution. Le seul habilité à prendre une décision, c'est le juge constitutionnel. Voilà, on peut faire toutes sortes d'interprétations. Le juge constitutionnel, il est là. Les pères fondateurs peuvent émettre des avis.
Les écrivains peuvent émettre leurs avis. Les journalistes peuvent émettre leurs avis. Mais le juge constitutionnel est le seul qui donnera un avis. S'il vous plaît. Force de loi. Donc, tout ce que nous sommes en train, les commentaires sont libres. Nous pouvons dire ce que nous pensons ou ce que nous entendons. Mais le juge constitutionnel est là. Nous il prendra la parole. Mon cher ami, soyons honnêtes. Voilà. Parce que ce que vous dites là, moi, je me suis... les gens étaient malhonnêtes. Je dis soyons. Il n'y a pas dit... Comme si les gens étaient malhonnêtes. Non. Parce que, ça dit... On va éviter tous les procès d'intention et tout le reste. Ça veut dire que ceux qui disent le contraire... C'est pas fini. C'est pas fini. Argument contre argument, s'il vous plaît. Non. Ce qui est écrit noir sur blanc, on veut... C'est-à-dire, on veut faire une constitution... Mais les articles de la Constitution sont là. Et ce qui me chagrine un peu, c'est que c'est les mêmes. C'est-à-dire qu'on est en Côte d'Ivoire, on est fort, c'est-à-dire on est capable de changer de parole rapidement. Le même qu'on dit, non, ça ne lui permet pas d'être. Aujourd'hui, c'est eux qui disent, non, il a dû lire la Constitution pendant 4 ans avant de comprendre la vraie signification de l'article 13. On vous a bien compris. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Je vous propose de marquer une pause et on poursuit le débat juste après. Retour sur le plateau de NCI 360. Tout à l'heure, nous parlions du conseil politique du RHDP qui s'est tenu cette semaine, au terme duquel le président de la République a souhaité avoir plus de temps pour se prononcer sur l'appel des cadres et des instances de son parti, qui l'invite à se présenter à la prochaine présidentielle. Ça va occasionner un débat assez chaud sur ce plateau. Félix Boni voulait réagir rapidement. Oui, je veux réagir sur ce que Alafé disait tantôt, parce qu'il ne faudrait pas créer des experts qui n'en valent pas la peine, parce que Mamadou Coulibaly n'est pas un expert en droit. À l'Assemblée nationale dont il a été le président, il y a des commissions. Et les commissions veulent dire des experts dans des canevas bien tracés. Et il figurait parmi les membres de la commission économique. Mais pour les questions juridiques, il y avait une autre commission sous sa législature qui était dirigée par un certain docteur, paix à son âme, Miaka Oreto, qui est juriste. C'est-à-dire qu'il faut... Il n'est même pas juriste, qui est économiste, oui également. Non, si c'est l'économiste, c'était Miaka. Mais les membres de la commission sont des juristes. Donc il ne faudrait pas rendre un économiste expert sur une question de droit. Les experts sur notre constitution actuelle, c'est Cissé Bakongo, c'est Ouraga Oubou, c'est le ministre de la Justice qui allait rassurer les députés, parmi lesquels le député Bictogo, puisqu'il est député d'Agboville, sur la question de la Constitution, sur la question de l'éligibilité du président Ouattara. Cela a rassuré les représentants du peuple qui ont voté cette Constitution. Ça a rassuré également le peuple qui a donné caution à cette Constitution au référendum. Il ne faudrait pas remettre en cause les acquis, parce que cela veut dire qu'on a trahi le peuple, on a trompé le peuple. On a trompé non seulement les députés, mais on a trompé le peuple qui a également voté cette Constitution par référendum. Donc il ne faudra pas remettre en cause les acquis. Les auteurs de la Constitution ont tranché le débat. La question constitutionnelle, lui, il a parlé du peuple. La question constitutionnelle est une question fondamentale. C'est voté par le peuple. Ce n'est pas une question d'avis d'experts ou d'autorité. Le peuple, là, il est censé connaître la Constitution qu'il vote. Mais vous l'avez rassuré. Le peuple est censé connaître la Constitution qu'il vote et le peuple fait sa lecture. On ne peut pas lui dire, Ouraga Oubou a interprété, voici. On ne peut pas lui dire, le ministre de la Justice a dit ceci, taisez-vous. On ne peut pas dire, Cissé Bakongo a dit ceci, taisez-vous, et refuser de prendre en compte les inquiétudes exprimées par des citoyens ivoiriens qualifiés, même si ce ne sont pas des experts, qui connaissent la pratique législative, qui connaissent la pratique parlementaire, qui savent ce que signifie une loi. On ne peut pas disqualifier Mamadou Coulibaly dans ce débat. D'ailleurs, il peut le reprocher, il peut estimer aujourd'hui que Ouattara n'a pas à être candidat. Afinguessan peut le dire, mais ils ont eu le courage, le mérite de dire, là où on va, il fallait aussi les écouter. Alassane Ouattara peut être candidat. Très bien. On ne peut pas rejeter cela en leur imposant des experts qui étaient en mission pour rassurer un certain nombre de choses, en oubliant que ces genres de voix discordantes a existé hier. Très bien. C'est ça l'enjeu. André Sylvain, en 30 secondes, on va passer à un autre sujet. Je pense qu'il fait encore une interprétation. Mamadou Coulibaly et Pascal Afinguessan expriment des craintes
qu'on est en train de vivre. Ouais. Justement. Donc, possibilité. Voilà, ils sont des craintes à ce moment. Alors, qu'on est en train de vivre. Mais pour boucler rapidement sur cette affaire, comme je dis, il y a la lettre, il y a l'esprit. Il y a l'interprétation qui a été déjà faite par ce même Conseil constitutionnel. Je vous invite à aller sur le site du Conseil constitutionnel. Il y a 2 décisions qui ont été prises par le Conseil constitutionnel en se basant sur l'article 183. La jurisprudence existe déjà. L'interprétation a été déjà faite parce que le même Conseil constitutionnel a renvoyé justement dans ces 2 affaires à la Constitution de 2000. L'interprétation a été déjà faite par le même Conseil constitutionnel. Très bien. Alors, l'actualité politique, c'est aussi l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié, qui représentera finalement son parti, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, plus grand parti d'opposition, à la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en octobre 2020. Il a été élu à plus de 99% suite à une convention du parti. On fait le point avec Yéli Traoré, on en parle juste après. L'ancien président Henri Konan Bédié, chassé du pouvoir par un putsch en 1999 et qui espère retrouver la magistrature suprême après 2 candidatures, l'une invalidée en 2000 et une infructueuse en 2010, où il était arrivé 3e, affirme remplir une mission de salut public pour restaurer la Côte d'Ivoire. Cette candidature répond à un engagement que j'ai pris devant les instances du PDCI-RDA de me présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Il s'agit pour moi de remplir une mission de salut public pour restaurer la Côte d'Ivoire. En effet, le constat que je fais de la situation de notre pays est plutôt amer. Le candidat du PDCI détaille les grands axes de son programme politique en vue de la campagne qui va s'ouvrir. Nous voulons d'abord restaurer, comme je dis, la nation. Nous voulons nous préoccuper spécialement de l'école, de la santé, de la sécurité, du bien-être des Ivoiriens. À ceux qui lui reprochent son âge de 86 ans, l'ancien président leur répond que son âge est au contraire un atout. Pour ce qui me concerne, j'ai réuni actuellement toutes mes forces physiques et intellectuelles. Il n'y a pas d'âge. Au regard de la Constitution, mon âge est un âge tout à fait légal pour me présenter. Celui qui sera le doyen du scrutin présidentiel du 31 octobre, 10 ans après son échec à l'élection de 2010, affirme néanmoins se présenter pour défendre les nouvelles générations. Le PDCI a gouverné de concert avec le parti du président Alassane Ouattara de 2011 à 2018, avant que l'alliance n'éclate, précisément sur la question du choix du candidat à la présidentielle de 2020. Voilà, chers confrères, Henri Konan Bédié, candidat du PDCI-RDA pour la prochaine présidentielle. C'est une candidature qui était attendue finalement. C'est une candidature qui ne souffre d'aucune contestation, d'autant plus qu'on a sauté le verrou de la limitation de l'âge. Donc, cela ne devrait pas surprendre, même s'il y avait une jeune génération qui bouillonnait éventuellement d'être candidat. Mais j'ai cru entendre dire que le président Bédié a tenu personnellement à être candidat parce qu'il craignait qu'en positionnant un jeune à sa place, son parti puisse perdre éventuellement sa candidature parce qu'on pourrait éventuellement trouver des arguments pour éliminer le candidat éventuel que son parti aura choisi. Donc, il s'est imposé lui-même pour, comme il le dit bien, une mission de salut public. Alors, les Ivoiriens vont juger. André Sylvain Konan, Henri Konan Bédié, candidat pour le salut public des Ivoiriens. Pour moi, c'est un terme qui ne renferme rien du tout. Voilà. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, je me méfie des belles paroles des politiques. Jusque-là, ma position elle est constante.
les programmes des candidats. Et les programmes sont rares, les projets sont rares. Et cela, ça me pose personnellement un problème. Qu'est-ce que le PDCI propose aujourd'hui en termes de salut public? Qu'est-ce qu'il entend d'abord par salut public? Qu'est-ce que le PDCI propose pour le salut public dont il parle? Vraiment, ça me donne vraiment de la peine, je l'ai dit avec beaucoup de sincérité, que cette panne de propositions, cette panne de projets soit constante dans le débat politique ivoirien. Aujourd'hui, on a vu récemment avec les concours de l'ENS, avec ces scandales du secteur de l'éducation, qu'est-ce que, par exemple, le PDCI propose pour rendre les concours transparents? Qu'est-ce que le PDCI propose en termes de réforme de la fonction publique? Mais ce débat-là, il faut qu'on le fasse un jour et il faut qu'il y ait un leadership dessus. Malheureusement, on est dans les grands mots. Tu ne renfermes rien de concret. Et moi, ça me donne la peine. Augustin? Moi, j'aurais vraiment aimé que Bédié passe la main à un jeune. En fait, quand on dit un jeune, disons... Quelqu'un de moins jeune que lui. Moins vieux, voilà. Enfin, allez-y. Voilà. Parce que, pas tellement à cause de son âge, mais lui-même, en 2010, disait que c'était son dernier combat, en 2010. Et donc, moi, je pense que le PDCI, ayant gouverné ce pays de 60 à 99, avant le coup d'État, jusqu'au coup d'État, renferme beaucoup de cadres. Et même si un certain nombre de ces cadres ont rejoint le RHDP, il y a encore beaucoup de gens. Et je sais qu'il y a certains qui étaient déjà dans les starting blocks pour se présenter. Et le président Bédié aurait pu user de son influence pour que ces personnes soient élues. Il a une influence évidente auprès d'un certain électorat. Il aurait pu le faire, à mon sens. Je pense qu'il s'était déjà engagé à ne plus continuer. Et en 2015, pendant qu'on disait que le Congrès disait que le PDCI devait avoir un militant actif comme candidat, lui, il avait choisi M. Ouattara, contre l'avis du Congrès, même si après il a régularisé. Donc j'estime qu'à partir de ce moment, on aurait pu penser qu'il n'était plus intéressé par une éventuelle candidature. Et on est surpris qu'à 86 ans, ils viennent dire aujourd'hui qu'il le fait pour la jeune génération. Bon, on peut être vieux et puis travailler pour les jeunes, hein, donc ce n'est pas un problème. Mais quand on s'est engagé à ne pas être candidat... Vous touchez du doigt le respect de la parole donnée. Oui, moi je pense que les hommes politiques doivent respecter leurs paroles et ne pas après trouver des justifications a posteriori qui satisfont certaines catégories de militants. Je sais qu'il est très influent, il est très populaire et il est presque tout au PDCI. Très bien. Mais voilà, on peut avoir tous ces éléments et puis laisser le pouvoir à d'autres personnes. Docteur François Konan? Oui, moi, toujours les mêmes rengaines. Moi, je comprends pas parce que Bédié, il est vieux, il doit passer la main. J'ai dit la dernière fois ici que la question de candidature est interne à un parti politique. Si le parti estime qu'en misant sur Bédié, le parti peut gagner, ça ne devait pas poser de problème aux autres membres des autres partis, parce que c'est en interne. Deuxième chose, c'est que... Oui, non, mais non, en principe, donc, ça ne devait pas te poser de problème, parce que tu es un journaliste. Ah si. Non, ce qui veut dire, c'est qu'il est journaliste, donc il a le droit d'analyser, de donner son point de vue. Candidat. Non, il ne s'est pas engagé à ne plus être candidat. Il a dit en 2010. Non. Il y a des vidéos qui existent, mon frère. Écoute. Bon, on va laisser François Konan aller au bout de son point de vue. Laissez-moi terminer. Et Bédié, ayant vécu ce qu'il a vécu pendant ces dernières années avec le PDCI, il a estimé que, bon, il va se battre pour que son parti puisse accéder au pouvoir pour régler un certain nombre de problèmes. Et il le fait. Un combat, c'est un combat. Il peut avoir un deuxième, un troisième, un quatrième combat. Non, mais Bédié, il est candidat.
il a un programme. Ça, je suis surpris d'entendre André Sylvain qu'on a dit que Bédié n'a pas de programme. Non, non, il n'a pas dit qu'il n'a pas de programme, il dit que les programmes ne sont pas vulgarisés, ne sont pas mis au centre du débat. Et ça ne concerne pas seulement le président Bédié, ça concerne toutes les chapelles politiques. C'est bien cela. Exactement. Et récemment, il a dit qu'il fait son combat pour la nouvelle génération. Ça veut dire quoi? Un parti politique, c'est un système. Hein. Ce n'est pas un individu. Ce n'est pas un individu qui vient gouverner, c'est tout un système, c'est tout un régime qui vient se mettre en place. Et je pense que laissons les choses se dérouler, on verra après. On verra. Bernard? Écoutez, comme je l'ai toujours soutenu sur ce plateau, c'est une affaire interne au PDCI RDA. Henri Konan Bédié, la démocratie version PDCI s'est exprimée et M. Bédié a été plébiscité par la base à un score quasi soviétique, presque 100% des voix. C'est une affaire PDCI RDA. Alors, quand on dit que Bédié, à 86 ans, se bat pour la jeune génération, ça, c'est le moment que moi je m'interroge. Est-ce qu'on peut faire du neuf avec du vieux? Mais il vient de donner la réplique. Il dit que c'est une personne, enfin, c'est pas une personne qui représente le parti. Oui, c'est tout un système. Mais nous disons que Henri Konan Bédié, candidat, grâce d'ailleurs à la Constitution, dont ça a été parlé sur ce plateau, Henri Konan Bédié est candidat. Il dit bien, grâce à la Constitution, que certains dénis ont essayé d'attaquer tout à l'heure par rapport à la candidature de M. Ouattara. Personne n'a attaqué la Constitution. À 86 ans, il est candidat, comme quelqu'un l'a souligné ici. En 2010, il a parlé du dernier combat de sa vie. Dans les interviews sur les plateaux télé, il dit quand on a 80 ans, on n'a pas cette force, la même lucidité. Il a dit ça. Pour conduire les affaires d'un État. Je ne peux pas te laisser dire ça. À 86 ans, s'il vous plaît. Non, mais tu dis, il n'a pas de lucidité. On laisse Bernard. Vous avez la possibilité de me contrarier si je n'ai pas. Je répète, M. Henri Konan Bédié, dans une interview, a dit que la fonction de chef d'État est tellement prenante qu'au-delà de 70 ans ou 80... Je crois entendre le président Ouattara. S'il vous plaît. On n'a pas la force de pouvoir continuer. À 86 ans, il est candidat. Donc je m'interroge, le dernier combat de sa vie, c'est quand... Mais visiblement, on voit, vous parlez de l'âge, vous parlez de l'affaiblissement quand on a cet âge-là, mais on voit visiblement le président Bédié se mouvoir, se déplacer, faire des interviews. À la fin? Oui, des interviews qui suscitent beaucoup de commentaires aussi. Mais on pourra en reparler. Moi, sur la question, je veux dire, il faut peut-être finalement prendre acte de la candidature du président Bédié. J'avais émis des réserves. Et puis après, je vois que les arguments utilisés pour soutenir la candidature sont les mêmes arguments utilisés pour contrarier d'autres candidatures. Bon, prenons-en acte. Je déplore simplement que la compétition n'ait pas pu se faire par rapport à Kakabe. C'est mon seul regret. Ça aurait certainement rehaussé sa victoire et les chiffres. De toute façon, il y a triomphe sans péril, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Cela dit, je note que les partis ont quand même des programmes. Bon, je ne veux pas trop m'appuyer sur lui. J'espère qu'on ne va pas me soupçonner d'être militant de leader. Mais voici un monsieur qui lance des idées régulièrement. Il fait le débat, mais personne ne le suit. La question est de savoir par rapport à ce qu'André Sylvain Konan a dit, puisqu'on reconnaît que les programmes existent, mais on ne met pas l'accent là-dessus. C'est de savoir qu'est-ce que les Ivoiriens veulent. Est-ce qu'ils veulent vraiment lire les programmes? Sinon, les programmes des partis politiques existent. Justement, c'est une bonne question. Est-ce que les Ivoiriens, finalement, qu'est-ce qu'ils veulent? S'intéressent aux partis politiques ont envie de faire des pour le débats programme, de fond, pour le contenu ou pour les hommes qui mènent ces partis voilà politiques? La question. Est-ce qu'ils ont envie de faire des débats de fond? Je pense que, je le dis de façon constante, nous sommes vraiment à l'heure de l'éveil des consciences et surtout à la promotion des valeurs. Je crois sur ce même plateau, j'avais dit, faisons attention parce que autant nous remettons en cause le fait que Bédié s'est engagé, le jour où Ouattara décidait lui aussi d'être candidat, on n'aurait pas ce même acharnement, voilà. Pour dire qu'on a des principes et des valeurs à géométrie variable. Et cela, c'est un vrai problème. Voyez-vous, le PDCI qui explique donc la remise en cause de l'engagement de Bédié est contre la remise en cause de l'engagement de Ouattara. Et vice-versa. Et donc, tous ceux qui critiquent donc la remise en cause de cet engagement de Bédié au sein du RHDP, aujourd'hui cherchent à expliquer la remise en cause probable
de la parole de Ouattara. On ne va pas continuer cela. Il faut vraiment qu'on revienne aux valeurs et aux principes. Et justement, pour enclencher cela, il est important que les populations elles-mêmes commencent à prendre conscience de l'essentiel. Qu'est-ce que nous voulons pour ce pays? Qu'est-ce que nous voulons faire de la Côte d'Ivoire? Et pour en arriver là, il faut poser les bonnes questions concernant les programmes, concernant les projets les propositions sur des thèmes précis, parce que c'est très facile de dire il faut réconcilier les Ivoiriens. Ça revient souvent dans les discours politiques. Mais comment est-ce que vous comptez réconcilier les Ivoiriens? Quelles décisions vous comptez prendre? Quelles sont les actions que vous comptez mener? Le comment est essentiel. Et pour qu'on y arrive, pour que les politiques puissent s'emparer de ces questions-là, il est essentiel que les populations elles-mêmes soient exigeantes envers ces dirigeants. Félix Bonnet? Je suis d'accord, mais il faut qu'on clarifie bien le débat et constitue certaines choses parce qu'il ne faudra pas faire de confusion. Je pense qu'il y a deux questions fondamentales qui se posent. Aujourd'hui, la question de la candidature de Bédié et de Ouattara, il ne faudrait pas les mélanger. Il y a la question du respect de la Constitution dont nous avons débattu tout à l'heure ici. Et puis il y a la question de la parole des hommes politiques. Et la parole des hommes politiques n'engage qu'eux-mêmes qui la tiennent. Ça n'engage que. C'est-à-dire la parole de Bédié, la parole de M. Ouattara ou de Mamadou Koulibaly, ça n'engage que ces personnalités-là. Mais quand on arrive sur la question de la Constitution, en tout cas certains comme nous autres qui sommes profanes, qui ne sont pas ralliés à qui que ce soit, on a la possibilité quand même de faire une lecture et de débattre de ces questions pour simplement l'apaisement, la paix. En ce qui concerne les programmes, je pense que c'est un peu trop tôt parce que les candidats sont candidats à la candidature. Quand tu seras candidat, tu vas décliner ton programme. Et je crois que j'ai cru entendre un peu quand même le président du PDCI lorsqu'il a fait son discours pour célébrer sa victoire, décliner en 3 points ce qu'il appelait la mission de salut public en parlant de réconciliation, en parlant de restauration de l'armée, en parlant de donner sa chance aux jeunes, l'égalité de chance aux jeunes. Je crois j'ai cru entendre 3 axes déjà qu'il a laissé entendre. Donc, au moment opportun, lorsque les candidatures vont être validées, chaque candidat va maintenant libérer son programme. Est-ce que ce moment que vous jugez opportun n'est pas très court? Je ne pense pas que ce soit trop court, parce qu'André a répondu un peu à la préoccupation. Les politiciens servent aux populations ce qu'elles ont envie d'entendre. C'est-à-dire, on va libérer demain ces programmes, même sur des flyers, personne ne va lire les programmes de ces candidats parce que... J'en suis pas si sûr. André Silver? Non, vous voyez, on commet cette erreur et on enferme les dirigeants politiques dans cette erreur. Moi, j'ai vu le discours de Bédié, quand il dit il faut réconciliation, donner du travail. Mais pour moi, ça, ce n'est pas un programme. Tout le monde peut le dire. Ce n'est pas son programme. Même moi, je peux dire. Moi-même, je peux le dire. Oui. Comment vous comptez donner du travail aux jeunes? C'est cela. Voilà. Comment est-ce que vous comptez réconcilier les Ivoiriens? C'est cela. Justement. Et il ne faut pas attendre, justement, la période de la campagne pour dérouler cela. Parce que pendant la campagne, l'attention sera focalisée sur 2 ou 3 thématiques. Je précise que Bédié n'est pas encore candidat à l'élection présidentielle. Non, peu importe. Peu importe qu'il soit candidat ou non, le PDCI peut, comme je l'ai dit, récemment, il y a eu, par exemple, ces histoires de concours à l'ENS. Qu'est-ce que, par exemple, un parti comme le PDCI, qui a un secrétaire national, je ne sais pas, à l'éducation, qu'est-ce qu'un parti comme le PDCI compte proposer aux Ivoiriens dans le sens de la transparence dans l'organisation des concours? On n'a pas besoin d'une campagne électorale pour cela. C'est cela. Alors, avec ta permission, 30 secondes. Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue un peu dans le discours de Bédié quand il dit que sa candidature, c'est une mission de salut public. Ça m'amène à m'interroger, de façon un peu triviale, comme on le fait. Bon, M. Bédié, tu as été président de 93 à 99. De 93 à 1999. Un coup d'État t'a balayé. Tu reviens une vingtaine d'années après pour dire non, tu as une mission de salut public. Bon, que renferme cette mission de salut public? On t'a vu ici à l'œuvre. Donc, je suis entièrement d'accord avec André Sylvain Kona.
M. Bédié, au lieu de dire que j'ai une mission de salut public, il faut nous dire clairement qu'est-ce que je vais faire pour la Côte d'Ivoire. Tu viens fraîchement, son fauteuil encore chaud au RHDP. Il était là jusqu'à récemment. Aujourd'hui, curieusement, il ressort, j'ai une mission de salut public. Alors, on va terminer cette émission avec un autre sujet. Du côté du FPI, Pascal Affi-N'Guessan a déposé son dossier de candidature à la candidature du parti au siège de la formation en vue de la présidentielle d'octobre prochain. Et du côté de la tendance, Gbagbo ou rien, Gore, donc, on annonce la candidature de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo. Commentaire, analyse, chers confrères, rapidement. Augustin? Pour vous dire toute la vérité, je suis un peu déçu. Je suis déçu. Déçu de la situation telle qu'elle se présente. Moi, j'ai vu la rencontre entre Gbagbo et Affi. À Bruxelles? À Bruxelles, j'ai pas d'image, mais au moins, les deux côtés sont d'accord qu'ils se sont rencontrés. Donc, j'ai vu ça c'est comme un espoir. Après près de 5 ans de mésentente, pratiquement, où on disait que Gbagbo n'allait jamais recevoir Affi, et Gbagbo ne veut pas voir Affi. Voilà, ils se sont rencontrés par 2 fois, et puis le 7 février, ils se sont encore une fois rencontrés, et je sais qu'ils se parlaient régulièrement au téléphone. Donc, je m'attendais naturellement à ce que toute cette, cacophonie soit balayée par une remise en ordre rapide, à savoir qu'il y avait un projet de réunification du parti, que ce soit réalisé rapidement pour que... moi, je pensais en 2 ou 3 mois que ce serait déjà fait. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas fait. On entend... le congrès du FPI, Affi-N'Guessan est candidat à la candidature. Et de l'autre côté, je n'ai pas encore entendu dire que Gbagbo est candidat, mais il y a des groupements qui s'organisent pour le présenter, pour présenter sa candidature, notamment la tendance dirigée par Assoa Adou, dans son secrétariat général, a déjà annoncé qu'il présente la candidature du président Gbagbo. D'autres, les partis comme l'UNG et d'autres, présente sa candidature. Je n'ai pas sa réponse, mais je pense que c'est un peu dommage. C'est dommage parce que si les 2 groupes s'étaient entendus pour dire soit c'est Gbagbo qui est candidat, c'est-à-dire pour aller dire qu'on présente la candidature de Gbagbo, étant entendu que M. Affi avait préalablement dit que si Gbagbo est candidat, il est avec lui. Alors, on associe Affi. Bon, écoute, M. Affi, on veut présenter la candidature de Gbagbo, donc on se met ensemble. Voilà. OK. Félix Jaunet? C'est dommage, mais nous sommes à 3 mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire et je me rends compte que presque 10 ans après, le FPI ne s'est pas encore remis de son spasme. Je crois que, et c'est dommage, je vais être un peu dur envers ce parti, mais il manque encore de lucidité dans ce parti. Les données... Affi-N'Guessan avait dit comme ça il y a quelques mois que si le président Gbagbo dit qu'il est candidat, moi, Affi-N'Guessan, je ne suis pas candidat. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas entendu Laurent Gbagbo dire qu'il est candidat. Et quand on regarde un peu l'évolution des choses, le dernier fait en date, c'est le nom de Laurent Gbagbo qui ne figure pas sur la liste électorale. Regardons le code électoral. Qu'est-ce que le code électoral nous dit? Le code électoral, quand on interroge le code électoral à son article 4, on note que dans cet article 4, il y a un alinéa qui dit que quand on a été jugé par contumace, on ne peut pas figurer sur la liste électorale. Il faut faire une lecture claire de la situation politique pour prendre des décisions si on veut participer effectivement à ces élections et prendre des décisions pour choisir un candidat idéal qui remplit toutes les conditions pour participer à ces élections. Vous pensez que du côté des Gbagbo-Oriens, il y a un déni de la réalité? Mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de passion, de fanatisme qu'on alimente, qui fait qu'on refuse même d'ouvrir les yeux pour lire les textes qui est écrit noir sur blanc, pour pouvoir prendre une décision sage et pour pouvoir éventuellement peut-être aller à l'unification, pour pouvoir remettre d'aplomb le parti politique. Et jusqu'à preuve du contraire, je pense que le FPI est encore très sonné comme il y a encore 10 ans quand ils sont partis. Perdez le pouvoir. André Silver? Moi, je pose la question du renouvellement de la classe politique. Parce qu'en fin de compte, c'est cela l'enjeu.
quand vous voyez Laurent Gbagbo aujourd'hui, je précise au passage que sa candidature, qui pourrait être suscitée par d'autres partis politiques autres que le FPI légal, c'est pour justement faire face justement à cette forme de bicéphalisme au FPI, où la branche soutenue par Assoa Adou ne pourrait pas avoir le logo officiel du FPI. Mais il y a quelque chose qui est essentiel qu'il faut savoir, c'est que Laurent Gbagbo, sans le FPI, reste Laurent Gbagbo. Mais le FPI, sans Laurent Gbagbo, n'est pas le FPI. De sorte que Laurent Gbagbo peut être candidat de l'UNG ou de n'importe quel autre parti politique, il conservera sa popularité. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cela me permet de revenir un peu sur tout ce qui se passe aussi bien au FPI que dans les autres partis politiques. Les gens nous font croire que, en dehors d'eux-mêmes, vous avez entendu un peu au niveau du RHDP où on est accroché à Alassane Ouattara, au niveau du PDC où on est accroché à Henri Konan Bédié. Les gens veulent faire croire qu'en dehors des trois grands, il n'y a personne d'autre. Mais c'est faux, justement, parce que Laurent Gbagbo, aujourd'hui candidat, on va dire, suscité au niveau des trucs, il y a Pascal Affi-N'Guessan, qui est présidentiable au FPI. Il y a Simone Gbagbo, qui est présidentiable au FPI. Quand vous prenez au niveau du PDCI, les gens vous diront, oui, vous savez, les jeunes là, ils ne sont pas encore bien formés. Mais on a entendu Bion dire, moi, j'aurais bien aimé partir. On a vu Kakabe, qui était candidat en 2015. On a vu Charles Konan Banny, qui était candidat. On a vu Essi Amara. Mais aujourd'hui, c'est la même chose au niveau du RHDP, où on dit, bon, écoutez, le Premier ministre candidat est décédé, donc du coup, comme c'est un cas de force majeure, mais qui était le vice-président d'Amadou Gon Coulibaly? Qui devrait être le vice-président d'Amadou Gon Coulibaly? A-t-on vu ce vice-président d'Amadou Gon Coulibaly? Voilà, il y a des compétences au RHDP qu'il faut libérer. Mais on est dans cette forme de refus constant du renouvellement de la classe politique, voulu par les trois grands et par leurs supporters. Chaque peuple mérite ses dirigeants. Oui, oui. Bon, je crois savoir que le débat porte actuellement sur le Front populaire ivoirien. Et il y a deux clans. Il y a le clan porté par Affi et l'autre, Gbagbo-rien, avec pour leader Laurent Gbagbo. Ben, je pense que pour l'élection présidentielle, les choses sont claires. La dénomination de l'autre clan même est assez révélatrice. Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Gbagbo, aujourd'hui, c'est le rien qui n'a pas, puisque Gbagbo ne figure même pas sur la liste électorale. Or, pour pouvoir être candidat, il faut d'abord figurer sur la liste électorale. Cette liste provisoire, pour le moment, qui a été remise au parti politique, le nom de Laurent Gbagbo ne figure pas. Donc, ça veut dire que Gbagbo est fort clos pour cette élection. Donc, M. Pascal Affi-N'Guessan est fondé à présenter sa candidature. Maintenant, il y a d'autres équations. Simone Gbagbo est là. Comment va-t-elle se comporter? Soutenir Affi, c'est pour être un candidat. Je reviens à dire que c'est toujours une affaire interne au Front populaire ivoirien. Oui, tout le monde a déploré la crise. Moi, je voudrais saisir l'occasion de ce thème-là pour, s'il était possible, espérer que dans la vision de la réconciliation et de l'ouverture dont le Premier ministre Ahmed Bakayoko s'est fait écho, il puisse éventuellement, en accord avec le président de la République, se pencher davantage sur la question FPI et sur la question Laurent Gbagbo. On pourrait penser en essayant de les réconcilier on pourrait penser que le fait que le président Laurent Gbagbo soit absent de la liste électorale est un signal de rupture totale, mais ça peut aussi être une interpellation pour relancer le dialogue et puis voir si, à travers Affi-N'Guessan ou par d'autres moyens, il serait possible d'aider à reconstruire le FPI et aussi à reparler avec tous les acteurs du FPI. C'est un appel que je lance au Premier ministre. Je pense
en accord. Vous voyez, ça peut faire rire, on peut penser que c'est totalement naïf, mais je pense qu'il y a une option, il y a une possibilité, il y a une carte à jouer relativement à la profession de foi donnée par le Premier ministre, forcément en accord avec le président de la République, parce que de telles initiatives ne peuvent se prendre en dehors du chef de l'exécutif, le principal, c'est-à-dire le président de la République. François Conan? Oui, moi, je déplore un peu cette situation. Cette division au sein du FPI ne va pas du tout arranger le parti. Parce que je sais que les Gore ne vont pas forcément voter pour Affi-N'Guessan. Et Affi-N'Guessan, il a aussi ses militants. Donc on aura peut-être 2 FPI qui vont s'affronter, peut-être qui pourraient s'affronter même aux élections. Je pense que c'est Affi, pour moi, c'est Affi qui devait faire la démarche continuelle de réduire les écarts. Mais il dit qu'il l'a fait. Bon, est-ce que c'est suffisant pour un parti politique? Est-ce qu'il a suffisamment travaillé dans ce sens? Et Laurent Gbagbo... Voilà l'argument donné par Affi-N'Guessan et ses militants. De retour de la rencontre avec le président Laurent Gbagbo à Bruxelles, l'idée était d'aller à un congrès unitaire où les 2 tendances se mettraient ensemble justement pour parler de la même voix. Et à sa grande surprise, ses camarades sont allés se mettre avec le PDCI-RDA, d'où est venue la définitive rupture récente. Donc, selon ses mots, il a fait cette démarche que vous évoquez. Dans ce sens-là, de loin, je sais que Laurent Gbagbo tire aussi les ficelles. Parce que si ces militants, les Assou-Adou, sont dans une position tranchée ici, c'est-à-dire que lui, c'est avec son accord. Hein. Voilà. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre dans cette attitude des 2 leaders. Hein. Ton leader n'était pas là, il est en prison, etc. Et toi, tu es ici. Bon, rapidement, tu déposes ta candidature. Bon. Et puis, voyez-vous, le président Gbagbo est allé à l'ambassade pour demander un passeport. Il y a eu aussi un débat là-dessus. Mais Affi-N'Guessan était venu, après leur rencontre à l'époque, rencontrer le vice-président ancien, Daniel Kablan-Duncan, pour plaider la cause de Laurent Gbagbo et son retour. Il y a eu une polémique. L'avocate a démenti, elle a dit que le président Gbagbo n'avait pas demandé. Mais quand je dis qu'il est possible d'obtenir des choses, voyez-vous, Affi est en contact avec le gouvernement. Cette question du passeport du président Laurent Gbagbo, en tant que leader du FPI, président du FPI, en discussion avec les autorités, une solution aurait pu être trouvée. Affi-N'Guessan aurait pu prendre le passeport diplomatique ou les autres documents du président Laurent Gbagbo, aller les lui remettre à Bruxelles. Il est possible de parvenir à des consensus, à des accords. Et je crois que chacun doit mettre de l'eau. Est-ce que les radicaux ne sont pas finalement plus nombreux que les modérés? Ils ont beau être plus nombreux, je pense que c'est ce que j'appelle manque de lucidité et de réalisme politique. Face au réalisme politique, on met de l'eau dans son vin. Ouais. Et on a l'impression que les gens manquent de réalisme politique, sont enfermés dans un certain ego. C'est des problèmes qui dépassent finalement, j'allais dire, l'option raisonnement pour rentrer certainement dans des problèmes de personnes. Et ce qui fait que cette formation politique n'arrive véritablement pas à implémenter leur propre slogan qui est « Asseyons-nous et discutons ». Je ne les ai jamais vus s'asseoir et discuter. La seule fois où il y a eu « Asseyons-nous et discutons », c'est Affi qui a rejoint Gbagbo. Mais quand il reçoit là-bas, ceux qui sont à Abidjan ne se sont jamais assis avec Affi pour parler. Et finalement, en manquant de réalisme politique, et face à une adversité, puisqu'ils ont une adversité en face d'eux, le pouvoir en Côte d'Ivoire est leur adversaire. Face à un adversaire, quand vous partez divisé, vous connaissez déjà le sort qui vous attend. Nous sommes au terme de l'émission. Le FPI ne pèsera rien à ces élections dans 3 mois s'il reste dans l'état actuel. Très bien. Nous sommes au terme de l'émission. Kouyo, vous voulez dire quelque chose en 30 secondes? C'était juste pour dire que après la rencontre avec Gbagbo, Affi et les autres se sont rencontrés pas plusieurs fois. À Soadou, ils se sont rencontrés, disons en mars. Et bon, malheureusement, avec le Covid-19, ils ont choisi après une autre formule pour se parler, mais ce n'est pas allé plus loin. Ça n'a pas abouti. Est-ce que ce n'est pas un problème de personne, finalement? Certainement. Oui, je pense que très rapidement, il est important que le pouvoir parvienne à relancer le dialogue politique et pour qu'on puisse parvenir à une sorte de consensus avant la présidentielle. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue le fait que les Gbagbo-riens, s'ils sont exclus, leurs voix se retrouveront bien quelque part.
Voilà, et ce n'est certainement pas au RHDP. Allez, merci beaucoup à vous, chers confrères, d'être venus commenter l'actualité cette semaine. Augustin Couillot, André Silver-Conan, Félix Boni, Dr François Conan, Kra Bernard, Alafé Wakili. Merci à vous. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. Vous pouvez poursuivre le débat chez vous. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de NCI 360.